Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour et bienvenue dans le club BFM Crypto. Le Bitcoin pourrait-il devenir américain si Donald Trump était élu président des États-Unis en novembre prochain? C'est notamment la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et d'une manière générale, peut-on prendre le contrôle de Bitcoin? Peut-on le censurer? J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Casacca. Bonjour Michel. Bonjour Amaury. Première fois sur ce plateau, CEO de Value Chain Consulting. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et ensuite, le Bitcoin a-t-il les qualités pour devenir un jour une monnaie étalon? Est-il solide? Enfin, avant de partir en vacances, on prendra du recul sur les marchés, voir un petit peu où on en est en termes de cours. On parlera notamment des ETF avec Yves Chouefati. Bonjour Yves. Bonjour. Président fondateur de Tobam. Déjà, Michel Casacca, je vous propose de vous présenter un petit peu, puisque c'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Et après, ensuite, vous nous direz, est-ce que Bitcoin peut devenir américain en novembre? Déjà, merci beaucoup Amaury pour cette invitation. Donc, pour me présenter rapidement, moi je suis dans le métier des paiements, dans la cryptographie, dans la cryptologie. En gros, la sécurité du métier des paiements. C'est un métier, c'est une industrie. Je travaille là-dedans depuis au moins 17 ans. Donc, en gros, c'est toutes les banques, mais aussi tous les commerçants et tous les industriels, parce que tout le monde utilise les paiements. Et ensuite, j'enseigne un peu dans les universités, comme en grande école d'ingénieurs SME, blockchain, les transactions sécurisées sur les blockchains. Et je contribue à des cours à la Sorbonne, pareil, sur le même monde des crypto-paiements. Je suis aussi animateur du groupe de travail crypto-paiement de France Payment Forum, un club d'industriels d'industrie de paiement. On accompagne notamment aussi même certaines banques centrales dans les projets de monnaie numérique de banque centrale. Voilà. Bon, et puis tout ça vous a permis d'écrire notamment un papier sur la censurabilité du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est-il censurable? Moi, j'ai une question à vous poser de prime abord. Donald Trump a fait pas mal de déclarations et il voudrait que le Bitcoin devienne américain. Est-ce que s'il devient président des États-Unis en novembre, est-ce que c'est possible? Alors, bien sûr, ce sont des discours très politiques, donc il faut les mettre entre beaucoup de guillemets. Mais la question, c'est est-ce que si les États-Unis décident de le faire, est-ce qu'ils auront les moyens de le faire? Donc, s'ils ont la volonté de miner tous les bitcoins restants, est-ce que c'est en plus la concentration du minage aux États-Unis, typiquement au Texas entre autres, pourrait leur permettre un jour d'utiliser cette dominance de la concentration du hash rate du minage aux États-Unis? Et c'est là-dessus qu'on a eu des débats, que j'avais des débats avec beaucoup de personnalités de l'écosystème Bitcoin, sachant que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Et finalement, comme il n'y avait pas beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet, j'ai fini par publier un papier qui vient d'être donc du coup mis en ligne très très récemment. La réponse est la suivante. Si un gouvernement prend une décision de faire un règlement, une réglementation, un sujet sur lequel je travaille partout en Europe, dans l'industrie bancaire. C'est très classique de réguler des industries. Est-ce que ça suffirait de dire, si je demande à tous les mineurs qui travaillent aux États-Unis, au Canada, en Europe en plus, on collabore tous ensemble, on implémente tous la même réglementation, de filtrer, de censurer certaines transactions pour des raisons de conformité, donc tout à fait légitimes. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si on a assez de hash rate sous son contrôle, on pourrait le faire? Tous les scientifiques hésitaient, souvent ils disaient bien sûr que oui, à partir de 50%, c'est mort. On peut commencer à censurer les transactions. Pour bien comprendre, c'est que si on possède plus de 50% de la puissance de calcul de Bitcoin, on pourrait modifier des choses. On pourrait commencer à faire une attaque appelée 51%, ça veut dire une double dépense, ça veut dire dépenser un Bitcoin à droite et le même Bitcoin est dépensé à gauche par un tour de magie. C'est grâce au pouvoir de minage. La sécurité de Bitcoin, elle est solide grâce à la dépense énergétique en face. Donc pour pouvoir frauder, il faut être capable de dépenser beaucoup. Et Satoshi Nakamoto, il a fait une démonstration. Son papier, il avait un seul but, c'est de dire, si vous voulez faire de la fraude, vous gagnerez plus en faisant le policier. Donc en gros, c'est comme ça que ça tient jusqu'aujourd'hui Bitcoin. C'est tous ceux qui ont le pouvoir en minage, en électricité, en énergie, ils défendent le réseau au lieu de l'attaquer. Bon. Donc la question, c'est est-ce qu'un gouvernement décide de changer la donne? Est-ce qu'il peut le faire? Et là, le papier, il démontre la chose suivante. Même si un gouvernement, il a 60%, 70%, 90% du hash rate, ça ne suffit pas par une réglementation de censurer les. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que théoriquement, on dit sur le papier, s'il y a 51%, c'est possible. Pourquoi c'est pas possible dans la réalité? Alors tout est entre la théorie et la réalité. C'est comme lorsqu'une réglementation sort, comment on la met en place? C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre en place? Et c'est là où Bitcoin, il est très 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 bien conçu pour se défendre grâce à ce genre. Mais attention, en Europe, on est fort pour réglementer. Ah oui, on est les leaders au monde. Peut-être que, oui, donc il y a peut-être un risque. Je travaille sur Mika, on accompagne les exchanges là-dessus aussi, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Donc ça, c'est mon métier. Et donc en gros, pour demander aux mineurs de filtrer dans le même pool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils reçoivent une transaction, ils font comme tous les banques font. Ils la screenent, ils la filtrent. Ils disent que celle-là, elle n'est pas conforme, je ne la traite pas. Ils l'ignorent. Donc ils la censurent.
ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'il y ait un autre mineur en Afrique, en Asie, quelque part au monde, où il n'est pas soumis à la même réglementation un peu internationale, il aura la chance, Bitcoin est conçu comme ça, tout le monde a la chance de miner. Tout le monde. Même si vous avez 90% du hash rate, et là, Michel, ce que vous 10% nous dites, vont passer. c'est que quelque part, vous pensez que c'est impossible parce que pour vous, c'est impossible que le monde entier se mette d'accord sur une seule et même réglementation. C'est ça? Alors ça, c'est une attaque simple qu'on appelle l'attaque par réglementation, elle ne suffit pas. Alors, je démontre dans le papier que ça fait une nuisance, ça retarde la transaction de 2 blocs. En gros, en 1 heure, elle passera. Au lieu de 10 minutes, elle passera en 1 heure. Oui, et puis vous dites que revanche, certaines plateformes, pour se protéger, justement, attendent et laissent passer plusieurs transactions pour pouvoir se protéger. D'où la règle d'or en Bitcoin en général, c'est-à-dire d'attendre 1 heure pour la finalité et qu'il n'y ait plus de doute. En revanche, il y a d'autres attaques qui sont plus tordues. Là, c'est l'attaque simple. Le gouvernement, il dit, voici la loi, implémentez-la. Là, ça ne suffit pas. Et donc là, juste pour qu'on ait bien compris, c'est pas possible parce que il n'y aura pas de réglementation où tout le monde sera d'accord? Non, parce que même si on fait la réglementation, et même si tout le monde l'implémente dans la région sous contrôle de ce régulateur, il y aura probablement une région qui n'est pas soumise à la même réglementation. Si celle-là, elle n'implémente pas la censure, il n'y aura aucune censure sur Bitcoin. Bitcoin, il est fait pour, soit vous dominez 100% du hash rate en termes de réglementation, et là, ça passe. S'il y a 10% qui échappent, il y aura 0 censure. D'où ce qu'on appelle la force, la résistance de Bitcoin face à la censure. Bon. Mais il y a des attaques beaucoup plus tordues. Et on en parler avec plaisir, justement, lesquelles? Donc là, c'est difficile d'avoir 100%. Si on n'a pas 100% d'attaque, entre guillemets, d'une seule et même attaque, c'est impossible. Quels sont les autres risques? Alors, les autres risques, c'est d'aller plus loin. C'est de demander à ceux qui font le minage de changer Bitcoin. On appelle ça techniquement des soft forks. Donc on va dire, vous prenez le consensus, vous prenez le code source de Bitcoin, et ben il n'est pas conforme. Il y a un problème dans le code. C'est plus une question de filtrage, c'est une question de Bitcoin. Il faut changer Bitcoin. Il y a un risque. Ça veut dire forker Bitcoin. On a déjà vu Bitcoin Gold, Bitcoin Cash. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès autant que Bitcoin. Donc ça, c'est un autre risque pour le régulateur. S'il veut créer un Bitcoin conforme qui est en parallèle du Bitcoin standard, dans ce cas-là, il y a un risque qu'il perde de la valeur et que le Bitcoin standard continue à garder la valeur. Mais en revanche, il y a des attaques plus subtiles. On dit aux bitcoiners, vous ne changez pas de bitcoin, vous restez sur la même blockchain. En revanche, vous faites une chaîne cachée. Vous ignorez les blocs minés non conformes, même s'ils sont minés je ne sais pas où, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Asie, mais ils ne sont pas conformes à la législation américaine, par exemple, ou européenne. Donc vous jetez ce bloc, vous ne le prenez pas. Comme ils ont plus de pouvoir, comme ils ont plus de hash rate, ils peuvent créer une chaîne un peu plus longue. Mais pour le faire, ils doivent changer le code de Bitcoin et faire ce qu'on appelle le selfish mining. Ça veut dire créer une chaîne cachée et ne la publier que lorsqu'ils ont la main longue. Ça veut dire la chaîne la plus longue. Et dans ce cas-là, c'est très grave. Parce qu'on vient effacer l'immuabilité de Bitcoin. On vient casser quelque chose qui était... La blockchain, elle vient être effacée. On a effacé des blocs qui étaient valides. Et là aussi, le papier, il démontre que même cette attaque-là, elle ne suffit pas. C'est même avec, alors c'est pas 90% dans ce cas-là, même avec 80% du hash rate, ça c'est les seuils, je vous donne les seuils, même si des régulateurs entre États-Unis, Canada, Europe, ils ont 70%, 80% du hash rate, ils font une réglementation, et en plus ils changent le code, et en plus ils créent des chaînes cachées pour bypasser et pour faire la censure, et bien Bitcoin résiste jusqu'à 80% du hash rate sous la main du contrôleur. Ça veut dire que si les États-Unis ont 60%, eh bien, il y aura 0 censure. Alors ça, c'est démontré dans le papier. Mais il y a une limite à l'exercice. Et donc, on peut tout casser, ça on le sait. La question, c'est quoi le degré de résistance? C'est ce que le papier mesure. Si on fusionne, donc c'est encore une troisième attaque. La première, une attaque par la conformité, contre la neutralité. Une deuxième attaque, c'est une attaque par... piratage, c'est changer le code et pirater le consensus. Mais la troisième, c'est faire un décret, quasiment une dictature, et dire on va fusionner tous les mineurs. Si vous voulez travailler dans le métier du minage aux États-Unis, vous devez tous passer par le pool, par exemple pool Trump, pool Biden, pool ce que vous voulez. Et donc ça, c'est avec des débats avec Richard Détente, c'est pour ça que j'ai appelé cette attaque-là l'attaque détente, parce qu'on l'a conçue un peu comme ça. C'est une triple attaque qui nécessite de fusionner tous les mineurs en un seul bloc. Et dans ce cas, avec 60% du hash rate sous la main d'un régulateur, eh ben on peut faire perpétuellement censurer Bitcoin. Et donc, du coup, on peut tuer la neutralité de Bitcoin. Alors, pour certains, c'est pas tuer la neutralité, c'est devenu conforme à une réglementation, mais ce n'est plus Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Voilà. Ça, honnêtement, est-ce que... Bon, sur le papier, vous nous dites que c'est possible, mais dans la réalité, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, honnêtement ?
Alors pour un mathématicien au CRNRS, parce que bien sûr le papier il est revu par beaucoup de mathématiciens aussi, etc., ils ont pas la distance entre la théorie et la pratique. Et ça c'est la différence entre un scientifique et un ingénieur. Donc ça tombe bien, je suis un ingénieur et scientifique, donc je connais cette distance entre les deux. Dans la théorie, c'est faisable. C'est ce que le papier démontre et il mesure très précisément comment le faire et avec quel succès. En revanche, pour le faire, ça c'est la bonne question pour un ingénieur. Allez-y, faites l'attaque. Le fait de centraliser les poules de minage, ce qui veut dire il y a un orchestrateur qui va distribuer la tâche du minage à des millions de machines ASIC, à des millions de machines de minage, parce que moi j'ai publié un autre papier qui étudie l'énergie dans le monde du Bitcoin, qui quantifie ces choses-là, et il doit être centralisé. Ça devient un centre d'attaque à lui seul. C'est-à-dire que s'il y a des attaquants à cette domination de Bitcoin, il y aura un point pour faire tomber cette attaque de censure, c'est cet orchestrateur. Donc oui, c'est faisable. C'est très très difficile parce que d'abord il faut payer le prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut concentrer dans une région 60% du hash rate ou plus. Ensuite, il faut faire un changement du code de Bitcoin et ensuite il faut centraliser tous les pools en un seul. Donc oui, c'est faisable, mais il y a beaucoup de mécanismes de défense possibles qui sont détaillés dans le papier. Et où est-ce qu'on retrouve votre papier, Michel, pour ceux qui ont envie de lire ça sur la plage? Alors, il suffit de regarder sur le site de valuechain.pro, par exemple, dans les news. Sinon, il suffit de chercher sur SSRN ou dans les papiers sur Internet, mon nom de famille, Bitcoin, résistance, censure, par exemple, sur Google, on tombe dessus. Bon, et est-ce qu'on sait s'il y a des États ou d'autres personnes ou entités qui ont essayé de censurer le Bitcoin, de prendre le contrôle de Bitcoin? Est-ce que non, c'est pas il y a des gens qui ont déjà essayé de le faire? Alors non, parce qu'il y a eu le gouverneur... même à ses débuts où il y avait moins de hash rate, peut-être que des gens ont essayé. Alors Bitcoin, il a eu cette chance d'avoir la vélocité d'échapper à la censure. C'est-à-dire qu'il a pu grandir assez vite avant que les autres essaient de le rattraper. Et il y a deux arguments que je vous donne. D'abord, la Banque centrale chinoise, elle l'avait dit depuis au moins 5 ou 7 ans, Bitcoin est incensurable, parce que ça coûte de l'énergie de le censurer. Et il faut dominer, comme j'ai démontré dans le papier, infiniment pour le faire. Deux, la capacité de calcul. Si on parle en termes de superordinateur, il y a des unités de mesure, comment on mesure un superordinateur. La capacité, la puissance de calcul sur le réseau Bitcoin, elle est supérieure, et je le dis parce que je l'ai calculé, elle est supérieure à tous les data centers de Google, Facebook, Apple, Amazon, Oracle, plus tous les superordinateurs du monde combinés. Non pas elle est égale à cette somme, elle les dépasse des dizaines de milliers de fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut même pas faire une attaque de déni de service sur Bitcoin. Il n'y a pas assez d'ordinateurs au monde puissants pour faire un déni de service. Donc actuellement, Bitcoin est très 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 sécurisé grâce à sa preuve de travail, grâce à l'énergie, le coût énergie qu'il faut mettre pour le censurer. Donc Michel, ce qu'on peut se dire, c'est que là, on peut être à peu près certain que Bitcoin ne sera pas américain en novembre, quoi qu'il arrive, ou même il ne prendra pas une couleur politique ou une nationalité en particulier. Ce risque, il est mesurable, on peut dire, ce risque, il est mesurable. Et même s'il arrive, il faut compter sur des personnes, comme vous accueillez souvent ici, Sébastien Gouspillot, par exemple, qui font du minage ailleurs qu'aux États-Unis. Donc il faut aussi compter sur la distribution du minage. Après, il y a un autre commentaire qu'on peut faire. Quand Trump dit le Bitcoin sera américain, il n'est pas en train forcément de dire l'Amérique pourra censurer Bitcoin. Il est peut-être en train de dire... peut-être se l'approprier. Et peut-être qu'il est en train de se dire, l'Amérique est le pays le plus riche du monde, c'est le pays qui crée le plus de valeur au monde. On va adopter Bitcoin, on va diffuser Bitcoin, on va implémenter la grande qualité de l'Amérique, à savoir la liberté pour ses propres citoyens, et on va pouvoir se servir de Bitcoin. Et quand on peut se servir de Bitcoin, on n'a pas forcément envie de le détruire. Absolument. Le pays qui arriverait à concentrer... une majorité des mineurs, un pays qui arriverait, ce qui est le cas aujourd'hui des États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, la plupart des bitcoins appartiennent directement et indirectement à des Américains. Donc le pays qui détient la majorité des bitcoins, il peut dire Bitcoin est américain. Il n'est pas en train de dire j'ai le pouvoir de détruire Bitcoin. Donc quand Trump dit Bitcoin sera américain, il est en train de dire ce qu'il a déjà réalisé pour la finance. Aujourd'hui, la finance, elle est américaine. Toutes les grandes banques sont américaines. Aujourd'hui, Internet est américain. Toutes les grandes boîtes d'Internet sont américaines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est américain. Ce qu'est en train de dire Trump, c'est qu'il y a une autre frontière que doit conquérir l'Amérique. Et maintenant, ça va devenir une frontière qui est explicite. C'est la frontière du Bitcoin. Il n'est pas en train de dire je veux pouvoir détruire Bitcoin. Oh non, ça bien sûr, il ne l'a pas dit. Voilà. Ça, il ne l'a pas dit. Ce qu'il veut dire, en disant Bitcoin sur américain, il veut dire ça doit être
un univers où on va étendre. Je pense qu'il est lucide, Voilà. parce qu'il a regardé le taux d'adoption de Bitcoin aux États-Unis, c'est à peu près 28% de la population. Voilà. C'est pas le numéro 1 au monde, hein. Il y a des pays comme le Nigeria, le Vietnam, mais quand même 28%. C'est le numéro 1 au monde en volume, hein, pas en pourcentage. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Bitcoin n'a jamais pris autant de place dans la politique d'un pays, finalement, d'un État? C'est vrai. C'est vrai. C'est très C'est présent. une question de souveraineté pour certains pays qui sont conscients de l'importance de cet objet-là. D'autres pays sont en retard, malheureusement. Je nomme pas expressément l'Europe, mais c'est malheureusement le cas, au moins pour la France. Donc c'est une conscience, il faut être conscient que c'est une question de souveraineté. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? Le plus gros exchange européen a été acheté par une entreprise américaine. En faisant ça, quelque part, l'acheteur a contribué à réaliser le slogan de Donald Trump. Il a fait que le Bitcoin, le lendemain de cette transaction, Bitcoin était un peu plus américain que la veille. Hein, qu'est-ce qui fait que Bitcoin sera américain plutôt que australien ou français? C'est tout simplement que quelques-uns vont chercher à mener cette bataille et d'autres ne vont pas vouloir la mener. Et c'est ceux qui vont vouloir la mener qui vont la gagner. Donc de ce point de vue-là, c'est pas impossible. Yves, aux États-Unis, il y a aussi des ETF, Bitcoin Spot, qui ont été acceptés mi-janvier. Je voulais faire un petit point marché avec vous, peut-être déjà où en sont ces ETF Bitcoin Spot. À l'instant, on se parle. Voilà, ça fait de longues semaines que le Bitcoin est bloqué dans un range, là, un range de basse entre les 50 et 60 000 $. Actuellement, là, 58 600 aux alentours à l'instant où on se parle. On est à moins de 100 jours du halving. On doit être à 80 jours après le halving à peu près. Historiquement, à chaque cycle, le marché a redécollé une centaine de jours après le halving environ. Yves, là, si on fait un point sur les ETF Bitcoin Spot, est-ce qu'il y a encore des flux qui sont positifs? Et je crois qu'en plus, il y a une bonne nouvelle derrière l'adoption de ces ETF. Effectivement, il y a la bonne nouvelle de cette année, c'était le fait que la SEC a autorisé le lancement des ETF Bitcoin physiques. Et ça a été un franc succès. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on en est à plus de 20 milliards de flux nouveaux sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est quoi? Enfin, la crypto en général, c'est quoi? La crypto, c'est 2 trillions de dollars. Pour vous donner une échelle, le flottant du CAC 40, c'est 1,5 trillion. La crypto, c'est 2,25 trillions. Donc on est déjà pratiquement à 1,5 fois le CAC 40 au niveau de la capitalisation boursière des cryptos. À l'instant où on se parle. À l'instant où on se parle, oui. Et de cette masse-là, il y en a 2,5% qui sont détenus en ETF. Alors il faut savoir qu'une valeur mobilière aux États-Unis, elle est détenue par des fonds à hauteur de 85%. Donc vous voyez qu'on est au tout début de ce que va permettre l'ETF. Et il y a la bonne nouvelle derrière la bonne nouvelle dont je vous parlais avant d'entrer en studio, c'est que la SEC a publié un peu, quand vous achetez un ETF et que vous êtes une grosse entreprise, vous devez le déclarer dans ce qu'on appelle le 13F. Donc vous devez déclarer au titre de l'article 13F votre possession de Bitcoin. Aujourd'hui, il y a 600 entreprises qui gèrent plus de 100 millions de dollars qui ont acheté du Bitcoin. Vous savez, quand vous êtes trésorier d'entreprise, quand vous gérez l'argent des autres... Quand vous dites acheter du Bitcoin pour une entreprise, c'est le mettre dans sa trésorerie. Voilà, c'est de ça dont tout on à parle. fait, tout à fait. Il y a 600 entreprises qui gèrent une trésorerie de plus de 100 millions de dollars qui ont déjà commencé à acheter du Bitcoin par le biais des ETF. Vous êtes trésorier d'entreprise. Si vous regardez un peu la tradition du trésorier d'entreprise, vous devez privilégier la sécurité. La sécurité, c'est l'absence de volatilité. C'est la protection de C'est quoi l'argent? L'argent, c'est du stockage de valeur. Vous avez des salariés dans votre entreprise qui créent de la valeur et vous stockez cette valeur-là, soit en œuvre d'art, soit en terrain, soit en immeuble, soit en cash. Il y a une chose qui est très clairement démontrée, c'est que quand cette partie-là, vous la détenez sous forme de cash fiat, vous organisez systématiquement l'évaporation de la valeur que vous avez stockée. On sait très bien que de l'argent stocké en fiat, ça perd de la valeur dans le temps. Ça perd de la valeur dans le temps. Entre le moment où l'euro a été promulgué et aujourd'hui, l'euro a perdu à peu près 80% de sa valeur. Ça fait beaucoup. Voilà. Ouais. Et donc, il faut des substituts qui permettent de mieux conserver la valeur. Et c'est ça l'histoire de Bitcoin. Je vais vous raconter l'histoire de 2 monnaies. Les 2 sont digitales. Les 2 sont internationales.
Les deux avaient vocation à conserver la valeur. L'une s'appelle l'euro, l'autre s'appelle Bitcoin. Sauf que Bitcoin, il n'y en a que 21 millions, donc elle conservera sa valeur. Elle restera rare, alors que l'euro, si vous en imprimez de plus en plus, vous la dévalorisez. Et donc quand vous êtes trésorier d'entreprise et que vous voulez conserver de la valeur, vous devez faire, tôt ou tard, ce que sont en train de faire ces entreprises américaines. Vous devez stocker une partie de votre trésorerie dans des objets qui sont moins susceptibles de perdre de la valeur que l'euro. Yves, ce que vous nous dites là, c'est que Bitcoin, finalement, pour vous, a les qualités pour devenir un jour une monnaie étalon ? Tout à En termes de réserve de valeur, là. Tout à fait, oui, tout à fait. Une monnaie, c'est quoi ? Une monnaie, c'est un objet qui permet trois choses, d'après Aristote. Qui permet de conserver la valeur, qui permet de faire de la comptabilité et qui permet d'échanger de la valeur, de faire du commerce. Mais la propriété fondamentale, c'est la conservation de la valeur. C'est parce que vous stockez de la valeur dedans que finalement, vous allez accepter de me donner votre micro contre de la monnaie. Si je vous fais d'aujourd'hui un chèque de 5 000 € contre le micro, vous allez probablement accepter. Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il y a de la valeur qui est stockée dans ces 5 000 €. Donc la valeur fondamentale, dont les autres sont des conséquences, c'est le stockage de la valeur. Bon, et puis une monnaie, effectivement, dans l'idéal, c'est une réserve de valeur, mais ça sert aussi à faire des paiements. Et vous, c'est votre spécialité. Michel Casaca. On a toujours ce débat avec Yves, laquelle précède, mais c'est pas le débat du jour. C'est pas du tout le débat. En revanche, j'aimerais bien rappeler. On parle des deux, et ce qui est intéressant, moi, j'aimerais avoir votre avis pour vous, Michel, demain, est-ce que le Bitcoin pourrait, au-delà de l'aspect réserve de valeur, pourrait être une monnaie en termes de paiement? C'est un point capital. C'est un point capital. D'abord, j'aimerais bien rappeler, c'était quoi la raison d'être de Bitcoin. Je ne parle pas de son état aujourd'hui, je parle de sa raison d'être, sa promesse initiale. Quand Satoshi Nakamoto il a publié son papier, dans sa première phrase, il ne faut pas aller chercher dans la page 10 du papier, c'est la première phrase, j'ai créé un moyen de paiement. J'ai créé un moyen de paiement sans tiers de confiance, de pair à pair. Voilà. Donc son objectif, c'était de régler un problème. D'ailleurs, il l'a fait en 2006-2007, les travaux. Il a publié le papier en 2008-2009 durant la crise. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il n'a pas créé Bitcoin à cause de la crise économique des subprimes. C'était un contexte accélérateur du lancement. En revanche, la raison d'être, pour moi-même, je travaillais à la même époque que Satoshi Nakamoto sur des problématiques de paiement en ligne. Alors l'industrie de paiement, elle est très cachée, elle n'est pas très connue. Aujourd'hui, vous avez parlé d'Apple Pay, par exemple, qui commence à ouvrir. Moi, j'ai contribué à la mise en place d'Apple Pay dans les banques. Comment Apple Pay, elle a conquis le marché européen ? C'est parce que nous, on a été très en retard d'adopter des solutions de paiement mobile en Europe qui marchent bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les paiements en ligne. Les paiements en ligne sont très frauduleux. C'est 20 fois plus de fraude sur les paiements en ligne que les paiements de proximité. Et on ne pouvait pas faire des paiements transfrontaliers facilement. Si je suis dans un jeu, si je veux payer pour acheter une arme, je ne dois pas créer un compte bancaire à la BNP ou à la Société Générale pour mon personnage de jeu. Donc on était en train de travailler sur les micro-paiements en ligne. Et le problème, c'était le tiers de confiance. C'était les frontières. C'est ce problème-là que Satoshi a réglé d'abord. Maintenant, pour revenir sur c'est quoi la monnaie, bien sûr, Yves, il a rappelé c'est quoi les attributs d'une monnaie. Alors, c'est pas la définition. C'est comme si on disait un humain, il a des pieds, il marche, il dort, il mange. C'est des attributs absolument indispensables. Mais c'est quoi l'identité réelle de l'objet monnaie derrière ? Alors là aussi, Aristote, il en a parlé, et Platon. D'un côté, c'est une quantification du travail. Pour rappel, travail, c'est une différence d'énergie, donc on revient à ce sujet d'énergie. Et c'est une convention sociale aussi. Maintenant, sans les paiements, ça c'est ma thèse à moi, sans les paiements, il n'y a pas de réserve de valeur. Dans quel sens ? C'est-à-dire, oui. La monnaie, elle sert à deux choses. Quand on dit transférer le travail, c'est le transférer dans le temps et dans l'espace. Le transférer dans l'espace. Pour vous, un transfert, c'est un paiement. C'est ça que vous nous dites. Échange, un moyen d'échange, c'est un transfert. C'est je veux prendre cet objet, il est à ce prix, ça c'est l'unité de compte. Quand on parle des trois attributs, l'unité de compte, c'est un moyen de faire l'exchange, de faire l'échange dans l'espace. Et le fait de dire que c'est une réserve de valeur, c'est dans le temps. C'est que demain, je puisse faire aussi ce même exercice. Donc j'ai transféré mon travail dans le temps. Et alors, c'est plus la peine de chercher qui est avant l'autre. L'essentiel, c'est que sans la partie échange, on ne peut pas transférer la valeur dans le temps. D'ailleurs, c'est ce que rappelle aussi la BCE dans ses définitions de c'est quoi la monnaie. C'est d'abord un moyen d'échange et de là découlent un peu les autres attributs. Mais c'est un long débat.
D'ailleurs, on en reparlera, Yves, notamment le 30 août à Biarritz, à Surfing Bitcoin. Voilà, on fera un débat, tout un débat qui sera diffusé d'ailleurs en live sur les réseaux de BFM Crypto sur la guerre des bonnets. Voilà. Il nous reste 30 secondes, peut-être hyper rapidement. Yves, on en est où un peu dans le cycle, dans le marché de Bitcoin? Dans le marché. Je ne sais pas si vous arrivez à faire ça en 20 secondes. Oui, enfin, je peux vous dire, parler de 3 paramètres, hein, du prix, de la corrélation et la volatilité. Donc en vitesse, la volatilité du Bitcoin est extrêmement basse actuellement. Hein, on est sur une volatilité qui est à peu près à 25%. Ouais, on est clairement dans un range. Là, voilà, on était vraiment dans un range. La Corel, sur 12 mois, la Corel, elle a oscillé entre moins 80% et plus 60%, la corrélation au S&P, avec une moyenne qui est presque exactement à zéro. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le Bitcoin est vraiment un produit diversifiant. Oui. Hein, la corrélation, elle est très élevée et très basse de temps en temps, et elle est non significative. Donc elle est très diversifiante. Et à la fin, il y a le prix. Le prix, il est rangy. On a eu 2 éléments qui ont appuyé sur le prix récemment. Hein. C'est la vente par l'Allemagne d'un stock de Bitcoin et c'est Mt. Gox. Et Mt. Gox qui a commencé à vendre une partie de son stock. Mais je le disais tout à l'heure, effectivement, dans les cycles, là, on est encore dans les temps, entre guillemets. Ouais, tout à fait. En tout cas, historiquement, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Voilà, on verra ça, ce qui se passe dans quelques semaines. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci. Michel Kazaka, CEO de Value Chain Consulting, Yves Chouefati, président fondateur de Tobam. C'était le dernier club BFM Crypto de l'été. Retrouvez demain Guillaume Sommerer pour les pros des cryptos à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.